Vous êtes toujours dans Présidentielle 2017, merci de regarder cette vidéo. Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon sont donc bel et bien tous les deux candidats. Ils n'ont pas trouvé d'accord. Pourtant, malgré des personnalités contrastées, on peut trouver de nombreux points communs dans leur programme. La transition écologique et la sortie du nucléaire, l'abrogation de la loi travail, la baisse du temps de travail, la hausse du salaire minimum, la révolution fiscale, des créations de postes dans l'éducation nationale, ou bien le refus des traités de libre-échange. Alors bien évidemment, certains diront qu'ils s'opposent sur l'exil fiscal par exemple, et sur la renégociation des traités européens, ou bien encore que Benoît Hamon est le seul à proposer le revenu universel. Certes, c'est bien vrai, mais il faut avouer que Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon sont davantage proches qu'éloignés idéologiquement. Nous sommes donc en droit de nous demander, est-ce indispensable d'avoir deux candidats de gauche et aussi proches au niveau des idées, Maxime? De base, c'est ridicule. Avez-vous déjà vu une campagne présidentielle où deux candidats avaient, à, on va dire, 95% les mêmes arguments de campagne, à part certaines choses dont vous avez énumérées tout à l'heure. Mais ce qui met en cause, en fait, qui va légitimer finalement cette, on va dire, candidature, cette double candidature, c'est encore une fois les primaires. Comme quoi, les primaires n'est pas un bon système. Parce que avec la légitimité qu'a Benoît Hamon, il ne peut pas se rétracter. Et là encore, ça oblige un candidat à se présenter. Les électeurs étaient au courant quand même de son programme et savaient très bien ce qu'il en allait revenir avec Mélenchon. On savait très bien ce que présentait aussi Mélenchon. Donc, dans tous les cas, malheureusement, c'est encore les primaires qui sont en défaillance et qui font défaut à cette campagne présidentielle. Joëline, est-ce que c'est bien d'avoir deux candidats de gauche comme ça? Alors, Julien, selon moi, non. Les candidats de gauche semblent avoir oublié ce qu'il s'est produit il y a à peine 15 ans. Je vous rappelle qu'en 2002, Jean-Marie Le Pen est arrivé au second tour et a réussi à écarter Lionel Jospin du duel face à Jacques Chirac grâce à la multitude des candidats à gauche. Pour n'en citer que quelques-uns, Christiane Taubira, Arlette Laguillet, Noël Mamère et Monsieur Chevènement était candidat pour plus ou moins le même électorat que Lionel Jospin. Et c'est ce qui a expliqué la défaite du candidat socialiste. Donc, des candidats aussi proches que Mélenchon et Hamon ne font que agrandir le risque de voir la gauche écartée du second tour. Donc Maxime, vous parlez justement de l'argument de la primaire, encore une fois la primaire, mais est-ce qu'il n'y a tout de même, entre les deux, pas un qui a plus de légitimité que l'autre? Au sens où on peut quand même en trouver un des deux qui doit se désister pour l'autre normalement. Le problème, c'est que on remarque actuellement, vis-à-vis des derniers sondages, que la cote de popularité de Benoît Hamon ne fait que baisser, alors que celle de Jean-Luc Mélenchon ne fait qu'augmenter. Il est en dynamique en ce moment, ce qui prouve que finalement, ça serait peut-être Benoît Hamon qui devrait se désister. On peut penser aussi que les deux candidats peuvent faire un accord commun, un pacte de gauche, comme François Mitterrand et Georges Marchais avaient essayé de réaliser en 1981 pour la campagne présidentielle. Qui avait réussi même. Qui avait réussi pour l'un, mais pas pour l'autre. Parce que pour l'un, la réputation du Parti communiste a fait manger par le Parti socialiste, et le Parti socialiste a accédé au pouvoir, effectivement. Mais enfin, dernier point, et je terminerai sur ça pour Jean-Luc Mélenchon, et surtout Benoît Hamon, c'est qu'aujourd'hui, les deux ne peuvent plus se désister pour l'un ou pour l'autre. Aucun des deux ne peut se désister? Aucun, pour une seule raison, parce qu'ils sont ancré dans la campagne présidentielle et que pour être remboursé, parce que le Bercy, ça se rembourse pas tout seul, c'est pas sur la cagnotte de Benoît Hamon qu'on va rembourser la campagne présidentielle. Donc il faut qu'il fasse au minimum 5% pour rembourser la campagne électorale. Donc Benoît Hamon, peut-être, n'est plus légitime vis-à-vis de sa cote de popularité, mais il est obligé d'y aller jusqu'au bout. Et comme Jean-Luc Mélenchon, imaginons qu'une semaine avant l'élection du premier tour, on se retrouve avec un Jean-Luc Mélenchon à 12% et un Benoît Hamon à 17%, imaginons, c'est la même chose. Jean-Luc Mélenchon devra aller au bout de la campagne. Les 5%, c'est une question économique, finalement, qui va empêcher le désistement d'un candidat pour l'autre. Voilà, et quand Maxime parle du Bercy, il parle donc du fameux meeting, le grand meeting de Benoît Hamon à l'Accor Hotel Arena, puisque c'est ainsi que ça s'appelle maintenant. Alors quoi qu'il en soit, aucun des deux ne s'est finalement désisté. Joëline, il faudrait donc maintenant savoir qu'est-ce qui les différencie vraiment par conséquent. Et oui Julien, les deux programmes des candidats semblent en effet très proches, et notamment sur les questions économiques. En effet, ils optent tous les deux pour une relance extrêmement massive de la dépense publique, que celle-ci prenne la forme d'une augmentation du salaire minimum, d'une augmentation du nombre de fonctionnaires, ou bien encore d'un revenu universel. Mais ce qui les différencie principalement se situe hors des
préoccupations domestiques, mais sur le plan international, en termes de souverainisme et de politique étrangère. Tout d'abord, en ce qui concerne le souverainisme, Jean-Luc Mélenchon semble beaucoup plus prompt à défendre la souveraineté française, notamment face à l'Union européenne. Même si ce n'est pas l'idée européenne qu'il attaque, il s'en prend volontiers aux traités européens et souhaite que la France quitte ces traités pour ne plus être sous le joug du hareng de Bismarck, comme il aime à qualifier l'Allemagne, là où Benoît Hamon souhaite maintenir la France dans le cadre juridique existant de l'Union européenne, comme en atteste sa récente visite à la chancelière Angela Merkel, comme une sorte de visite d'adoubement à celle qui dirige de facto l'Union européenne. En termes de politique étrangère, là aussi on observe de véritables différences. En effet, Jean-Luc Mélenchon semble être beaucoup plus réaliste, acceptant de parler avec l'ensemble des pays du monde, que ce soit le régime syrien de Bachar el-Assad ou le régime russe de Vladimir Poutine, là où Benoît Hamon a une posture beaucoup plus moraliste et beaucoup plus binaire, refusant presque d'adresser la parole au régime qui lui semble mauvais, celui de Vladimir Poutine en Russie qui est pour lui une dictature, ou celui de Bachar el-Assad en Syrie qui est pour lui une boucherie. Donc on a une véritable différence entre Jean-Luc Mélenchon qui accepte de parler avec ces régimes, ce qui ne veut pas nécessairement dire, Julien, qu'il va les soutenir ou les approuver, mais il accepte de discuter, là où Benoît Hamon est beaucoup plus prompt à les condamner et à refuser d'une certaine manière le dialogue. Il est d'ailleurs extrêmement fervent du maintien des sanctions qui pèsent actuellement sur la Russie. Pour vous aussi, Maxime, Jean-Luc Mélenchon serait le meilleur sur la scène internationale? Sur la scène internationale, quand on lit son programme, l'équipe de Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise jouent la carte de la paix internationale. Autrement dit, le fait d'aller voir, comme le disait Joëvi, à la fois les deux pays sous tension, c'est-à-dire la Russie, la Syrie, les États-Unis, l'Iran, etc. Donc un travail beaucoup plus de diplomatie, de communication. Autrement dit, on peut y voir une certaine stature gaullienne. Parce que De Gaulle, il faut le rappeler, sous la guerre froide, dans les années 60, c'était quelqu'un qui allait à la fois dans l'URSS et à la fois chez les États-Unis. C'est d'ailleurs ce qui a fait un peu l'ambivalence, on va dire, entre les tensions françaises et américaines. À ce moment-là, il y a eu quand même des crises diplomatiques, certes, ça n'a pas été très important, mais il y a eu des crises. Néanmoins, Jean-Luc Mélenchon a un problème sur ce programme de paix. Est-ce que vous savez c'est quoi? Non, dites-moi. Tout simplement, c'est ce que disait François Hollande en 2011 lorsqu'il était candidat, Mélenchon, ce qui est terrible chez lui, c'est qu'il a été socialiste toute sa vie et que toute sa vie, ça le poursuivra. Pourquoi alors cette phrase? C'est toute l'ambiguïté de son programme. Lui qui a tant vénéré Fidel Castro, Hugo Chavez et j'en passe, qui sont contre les Américains, comment voulez-vous avoir une, on va dire, légitimité politique, un poids politique à l'international face à ce qu'il appelle les néolibérales américains gouvernant le monde? Comment voulez-vous qu'il s'impose sur la scène internationale? C'est toute la difficulté de Jean-Luc Mélenchon. Bon, après, du côté du PS, Benoît Hamon, je reviens à ce que vous disiez, c'est un peu l'humaniste utopique, c'est-à-dire on ne va pas pactiser avec les méchants, on les laisse de côté, et ça prouve toute la continuité en fait de la politique internationale de François Hollande, cette politique qui a été complètement, on va dire, désastreuse. D'ailleurs, le parti gouvernable, le PS, mis de côté par un parti comme la France Insoumise. C'est toute l'ambiguïté de ce problème au niveau international et des deux candidats à l'élection de gauche, surtout au niveau de l'élection présidentielle. Merci Maxime. Dans la prochaine vidéo, nous parlons d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen, les deux favoris. A tout de suite.